Bonjour, dans une nouvelle vidéo où on va corriger une série sur les oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal. Donc, on va commencer tout d'abord par l'exercice numéro 1. Vous trouvez l'énoncé en dessous dans la description. Donc, voilà l'énoncé du premier exercice. Donc, l'exercice bien énoncé comporte un circuit RLC en régime forcé. Donc le circuit électrique de la figure ci-dessus comporte un résisteur de résistance R égale à 24 ohms, un condensateur de capacité C inconnu, une bobine d'inductance L08 en riz et de résistance interne R. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale U égale à UM sinus de πnt, dès que l'amplitude UM est constante égale à 10 volts et la fréquence N est réglable. L'intensité instantanée du courant électrique est I égale à I racine de 2 sinus de πnt et plus phi. Un oscilloscope bicourbe. Première question, donc un oscilloscope bicourbe permet de visualiser sur la voie Y1 la tension U et sur la voie Y2 la tension UR aux bornes du résisteur. La question, donc indiquer sur la figure les connexions nécessaires. Donc dans cette question, on veut visualiser sur la voie Y1 la tension U aux bornes du générateur et sur la voie Y2 la tension aux bornes du résisteur. Alors, tout d'abord, donc on va commencer par brancher la masse entre les deux composants ou bien entre les deux dipôles électriques. Ensuite, entre la masse et la voie Y1, on visualise la tension U. Et entre la masse et la voie Y2, on visualise la tension UR. Donc on commence la correction. Donc, voilà donc les oscillations, exercice numéro 1. Voilà donc première question. Donc on veut visualiser la tension U aux bornes du générateur et la tension UR aux bornes du résisteur. Voilà notre circuit. Donc, voilà donc la masse. Entre la masse et la voie Y1, on visualise la tension U. Et entre la masse et la voie Y2, on visualise la tension UR aux bornes du résisteur. Pour la deuxième question, donc deuxième question, quand la fréquence N est ajustée à la valeur de 102 Hz sur l'écran de l'oscilloscope, on observe les deux courbes 1 et 2. Donc voilà les deux courbes, la première courbe en noir et la deuxième en rouge. Ici, on a donc l'amplitude de la première courbe, c'est 10 volts, et l'amplitude de la deuxième, 4 racine de 2 volts. La question, première question, donc question A, montrer que la courbe 1 correspond à la tension U et déduire si le circuit est inductif, capacitif ou équivalent à une résistance pure. Donc pour cette question, la réponse, donc deuxième question, A. Donc l'amplitude UM de la tension U s'écrit, donc la relation entre l'amplitude UM et l'amplitude de l'intensité IM s'écrit donc UM égale à Z, l'impédance du circuit, fois IM. Alors l'impédance égale à UM sur IM. Et l'amplitude URM de la tension UR s'écrit URM égale à R fois IM. Donc R égale à URM sur IM. Et on sait que l'impédance du circuit est toujours supérieure à la résistance du résisteur. Bon, égale dans le cas de la résonance d'intensité. Mais en général, c'est toujours supérieur. Alors, donc, on a Z supérieur à R, donc UM sur IM, supérieur à URM sur IM. Simplification par IM,
ce qui donne UM supérieur à URM. Donc UM supérieur à UM. Alors, la courbe ayant l'amplitude la plus grande correspond à U, qui est la courbe 1. Donc la courbe 1 correspond à la courbe bien, on dit que la courbe 1 correspond à U. Et si on revient aux courbes, donc la courbe 1, on a dit qu'elle correspond à U. Vous voyez bien que la tension U atteint son maximum avant UR. Deuxième courbe donc correspond à UR. Donc U est en avance de phase par rapport à UR, donc par rapport à l'intensité. Donc on a l'intensité I et en retard par rapport à U. Donc le circuit est inductif. Donc on déduit que le circuit est inductif. Alors UR, donc I, est en retard par rapport à U. Le circuit donc est inductif. Donc on passe à la question suivante. Question B. Déterminer les valeurs de I, l'intensité efficace, et phi, la phase de l'intensité. Tout d'abord, donc on va commencer par l'intensité efficace I. Donc on va utiliser la courbe UR, puisqu'on a URM, l'amplitude URM, égale à R fois IM. Donc on peut déduire la valeur de l'amplitude de l'intensité I max. Ensuite, on déduit la valeur efficace I. Donc, question suivante. Voilà, donc, à partir de la courbe 2, on détermine l'amplitude URM de la tension UR. URM égale à 4 racines de 2. Or, on a URM égale à R fois IM. Donc, IM égale à URM sur R. Application numérique. IM égale à URM donné sur la courbe sur la valeur de R donnée 24 ohms égale 0,166 racine de 2 ampères. Et on a la relation entre l'amplitude et la valeur efficace. IM égale à I racine de 2. Donc la valeur efficace égale à l'amplitude IM sur racine de 2, ce qui donne 0,166 ampères. Pour le déphasage maintenant, plutôt pour la phase phi, donc la deuxième partie de la question, c'est de déterminer la phase phi. Donc on va utiliser les deux courbes. Bon, pour la phase phi, il est un peu difficile de la déterminer directement à partir de la courbe UR, mais on peut s'appuyer sur la courbe U, la courbe de la tension aux bornes du générateur. Donc en utilisant la relation entre les deux phases, ou bien le déphasage entre les deux signaux. Donc on a valeur absolue de déphasage égale à 2π sur la période fois le décalage horaire. Donc delta phi, valeur absolue de delta phi, égale à 2π sur t fois delta t. Delta t représente le décalage horaire. Et pour le décalage horaire, donc on va prendre entre ces deux points, entre 0 pour la courbe 1 et cette annulation pour la deuxième courbe. Donc le décalage c'est 3, donc une division c'est divisé sur 5. Donc 3 cinquièmes de division. Et chaque division, si on cherche la période, donc la période c'est entre le 0 jusqu'à le deuxième 0 dans le même sens. Donc période c'est représenté par 5 divisions. Donc chaque division représente une période sur 5. Alors le décalage horaire égale à 3 cinquièmes de division égale à 3 cinquièmes division égale à t sur 5. Donc 3 sur 5 fois t sur 5. Donc égale à 3 sur 25.
3 sur 25, c'est le décalage horaire. Alors, le déphasage égale à 2pi sur t fois 3 sur 25 t égale 6 sur 25 pi radian. Détermination de phi. Donc, à partir de la courbe 2, on détermine le déphasage. Voilà le déphasage. Donc, phi UR égale à phi I. Et phi U, c'est donné par l'expression de U égale à 0. Donc, égale à la valeur absolue de phi égale à 2pi sur t fois delta t. Donc, ça, c'est 2pi sur t. Et ça, c'est le décalage horaire. Donc, 3 cinquièmes de division. Une division égale à t sur 5. Donc, 3 sur 5 fois t sur 5 égale à 3t sur 25. Fois 2pi sur t, donc égale à 6pi sur 25 radians. Or, si on retourne aux courbes, donc vous voyez bien que la tension U est en avance de phase par rapport à UR, donc par rapport à I. Alors, phi I moins phi U, c'est négatif, c'est-à-dire phi I est inférieur à 0. Alors, valeur absolue de phi égale à moins 6pi sur 25. Donc, graphiquement, U est en avance par rapport à UR, donc par rapport à I. Alors, phi est négatif, donc phi égale à, on ajoute signe moins ici, donc égale à moins 6pi sur 25 radians. Voilà, donc ça c'est la deuxième question, petit b. Troisième question, l'équation différentielle vérifiée par I s'écrit R fois I plus petit r fois I plus L dI sur dt plus 1 sur C primitif de I égale à U. La constriction de Fresnel correspondant à la fréquence 202 Hz est donnée par la figure ci-dessous où l'échelle adoptée est 1 cm représente racine de 2 sur 2 volts. Dans cette figure, donc tout d'abord, voilà la constriction de Fresnel donnée. Donc on a un point O, vecteur OM, vecteur NP et vecteur OM. Ça c'est l'axe des phases. Donc revenons à l'énoncé. Donc le vecteur ON représente ou bien est associé à la tension UR. ON, ce vecteur représente la tension UR. Le vecteur OM est associé à la tension U. Donc le vecteur OM représente la tension aux bornes de GBF. Et le vecteur MN est associé à la tension aux bornes de l'ensemble bobine condensateur. Donc le vecteur MN représente l'association bobine condensateur. La question demandée, c'est de déduire de cette constriction de Fresnel la valeur de R et celle de C. Donc on va utiliser la constriction pour déterminer la résistance interne de la bobine et la capacité du condensateur. Bien sûr, puisqu'on a une constriction et on a une échelle, on va utiliser les deux pour déterminer ces deux valeurs. Donc on va commencer par la résistance interne de la bobine. Tout d'abord, voyons ici que on sait que toujours le vecteur qui représente le terme LDI sur dt est perpendiculaire à UR, au vecteur qui représente UR. Donc, ce vecteur, ou bien cette partie NP, représente petit r fois I. Petit r fois I représente cette expression dans l'équation différentielle R fois I. Donc, on a le vecteur NP représente petit r fois I. Alors, la norme de ce vecteur représente petit r fois I max. Donc, on détermine avec une règle la longueur de ce segment de droite, donc MP. On trouve que MP égale à 2 cm.
Alors, en utilisant l'échelle, donc on a 1 cm qui représente racine de 2 sur 2 volts. Alors 2 cm qui représente R fois I max égale racine de 2 sur 2 fois 2. Donc égale à racine de 2 volts. Voilà, donc troisième question. Le vecteur MP représente R fois I, sa norme représente alors R fois I max. Donc voilà, la partie MP est de longueur de centimètres. Graphiquement, donc R fois IM est représenté par 2 cm et l'échelle nous donne la racine de 2 sur 2 volts est représentée par 1 cm. Alors R fois IM égale à la racine de 2 sur 2 fois 2 sur 1. Donc égale à la racine de 2 sur 2 fois 2 égale à la racine de 2 volts. Donc R et M égale à la racine de 2 volts. Donc petit r égale à la racine de 2 sur I max. I max déjà déterminé égale à 0,166 racine de 2 ampères. Donc, petit r égale, alors, petit r égale à, application numérique nous donne petit r égale à 6 ohms. Ensuite, on va déterminer la capacité. Donc, la capacité, le circuit est inductif. Donc, L I max oméga, pulsation oméga, L I max oméga est supérieur à I max sur C oméga. Alors, la partie PM, ou bien le vecteur PM, représente L oméga I max moins I max sur C oméga. Donc, cet segment, ou bien la tension représentée par ce segment, égale donc L I max oméga moins I max sur C oméga. Donc le circuit inductif, le vecteur PM, représente le terme LdI sur dt plus 1 sur C primitif de I dt. Sa norme représente donc L oméga I max moins I max sur C oméga. Donc I max en vecteur, plutôt en facteur. Donc L fois oméga est L de pi n. Et 1 sur C oméga égale à 1 sur 2 pi n fois C. Ensuite, à l'aide d'une règle, on détermine la longueur de ce segment. Donc, on trouve que Pm plutôt égale à 10 cm. En utilisant l'échelle de la même manière, on détermine la valeur donc, de 2 pi nl moins 1 sur 2 pi nc fois Im. Donc, de pi nl moins 1 sur 2 pi nc fois Im égale à 10 fois racine de 2 sur 2. Donc, égale à 5 racine de 2 volts. Ensuite, ce qui nous reste ici, donc l'inductance égale à 0,8 Henri, la fréquence 202 Hz, Imax 0,166 racine de 2 ampères. Donc, le seul inconnu ici, c'est la capacité. Donc, on peut déterminer la capacité avec, en utilisant cette expression. Donc, tout d'abord, on déplace Imax ici. Donc, on écrit 2 pi nl moins 1 sur 2 pi nc égale à 5 racine de 2. 5 racine de 2 sur Imax. Ensuite, 1 sur 2 pi n c égale à 2 pi nl moins 5 racine de 2 sur Imax. Alors, finalement, la capacité C égale 1 sur 2 pi n facteur 2 pi nl moins 5 racine de 2 sur Imax. Application numérique et on trouve la capacité C égale à 810 moins 7 farad égale à 0,8 microfarad. La question suivante. Donc ça y est, on a déterminé R et C. On agit sur la fréquence N de GBF, tout en gardant UM constante, de manière à rendre les deux courbes correspondant aux tensions U et UR en phase.
quel est le phénomène observé. Donc, UR et U en phase, c'est-à-dire UR et l'intensité sont en phase, alors le phénomène observé est la résonance d'intensité. Le phénomène observé est la résonance d'intensité. Ensuite, finalement, si on vous dit que c'est la résonance, donc ça indique que la fréquence des oscillations égale la fréquence propre du résonateur. Question B. Précisez en le justifiant si l'on doit augmenter la valeur de la fréquence N ou la diminuer pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire pour obtenir le phénomène ou bien pour atteindre le phénomène de résonance. Donc, pour voir si on doit augmenter ou bien diminuer la fréquence, on doit tout d'abord calculer la fréquence propre des oscillations. Donc, la question suivante. Donc, question A, on a dit que c'est le phénomène de la résonance d'intensité. Donc, U et UR, donc I sont en phase, c'est le phénomène de la résonance d'intensité. Et question B, donc à la résonance d'intensité, la fréquence des oscillations est égale à celle du résonateur, 1,0. On sait bien que l'expression de 1,0 égale à 1 sur 2 pi racine carrée de L fois C. On a la valeur de l'inductance L égale à 0,8 Henri. Et la valeur de la fréquence, plutôt la capacité égale à 0,8 microfarad. Donc on peut calculer 1,0. On trouve que 1,0 égale à 199 Hz. Avec N égale à 202 Hz. Donc 1,0 est inférieur à N. Donc pour atteindre la résonance d'intensité, il faut que N atteint 1,0, c'est-à-dire on doit diminuer N de 202 jusqu'à 199 Hz pour atteindre le phénomène de la résistance. Donc à partir de N égale à 202 Hz, pour atteindre la résonance d'intensité, on doit diminuer cette fréquence jusqu'à 1,0 égale à 199 Hz. Finalement, merci de nous suivre. Donc, on va continuer dans cette série. La prochaine vidéo sera une deuxième exercice dans cette série. Merci de nous suivre. À bientôt.